Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette conférence sur un sujet éminemment important quand on veut se lancer, à savoir comment on peut construire un business model gagnant en 2023. Époque un peu compliquée, mais dans laquelle il y a aussi beaucoup d'opportunités, même si les clients, qu'ils soient individuels ou entreprises, ont changé leurs habitudes, continuent à les changer et quelquefois c'est effectivement un petit peu perturbant. Donc voilà, moi je suis spécialiste en création d'entreprise et je vous montrerai après quelques ouvrages euh, aux éditions Duno qui traitent justement de business model, de création d'entreprise, de business plan et d'études de marché. Voilà, en 20 minutes, j'ai sélectionné 5 thèmes qui me paraissent les plus importants. Et bien sûr, toutes vos questions à la fin peuvent être beaucoup plus générales ou sur d'autres thèmes. Donc les 5 points sont les suivants. Trouver la bonne idée, c'est toujours la première question. Accéder rapidement au marché, rester à l'écoute de ses clients une fois qu'on a démarré, bien s'entourer et présenter son projet avec succès. Donc on va aborder chaque point les uns après les autres. Et juste avant de démarrer, petit rappel pour qu'on soit tous bien au point. Un business model, c'est quoi? C'est le cœur du métier de la nouvelle entreprise. Et ce business model peut se résumer en une phrase d'accroche à la limite, si on rencontre un ancien d'entreprise ou un ancien d'université ou d'école. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben voilà, je crée mon entreprise et elle vend quoi? Donc l'idée c'est comment gagner de l'argent ou comment être rentable un minimum au départ, en vendant quoi très précisément, à qui, quelle cible aussi très précise, quand, quand je démarre, comment on le fait, quels sont les canaux de distribution par exemple, et surtout, et on y reviendra, avec quel avantage compétitif. Donc votre business model peut se résumer en une phrase euh, en précisant vraiment les choses. Donc c'est un bon entraînement et on verra dans la présentation à la fin qu'on retrouve exactement cette phrase sur laquelle on peut s'entraîner pour accrocher les personnes en face que l'on veut toucher. Donc une fois qu'on est au point sur l'idée du business model, le tout début consiste évidemment à trouver la bonne idée. Et à chaque fois, on se dit, est-ce que mon idée est bonne? Alors, tout d'abord, pour calmer le jeu un peu, si on peut dire, une idée, c'est pas forcément une énorme idée complètement révolutionnaire qui va tout changer, etc. C'est surtout apporter une réponse à un problème, à un besoin ou à un manque. C'est vraiment ça l'idée. Et les bonnes idées, très souvent, on se dit ah, pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant? Ça, c'est vraiment une bonne idée. Donc, cette bonne idée, c'est vraiment, ça doit être une solution, une réponse à un problème, à un besoin, à un manque, que les clients soient encore une fois en B2B ou en B2C, industriel ou grand public. Et cette réponse, finalement, c'est une proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on apporte aux clients? Qu'est-ce qu'on apporte de plus que les autres, de différent que tous les concurrents qui sont déjà sur le marché? Et cette proposition de valeur, elle peut être, je dirais, très simple finalement. Elle peut être en termes de prix, évidemment. Elle peut être en termes de qualité. Elle peut être en termes de facilité d'utilisation. Elle peut être en horaire d'ouverture décalé. Elle peut être en facilité d'usage ou de service. Et surtout, elle doit être différenciante, c'est-à-dire différente des autres, apporter un plus. C'est ça ce qu'on appelle le plus client. Elle doit être durable, en tout cas assez durable pour que vous puissiez démarrer votre entreprise, avoir quelques mois un peu tranquille, entre guillemets, avant que tous les concurrents ne vous copient ou ne vous rattrapent.
Et puis, elle doit être défendable, défendable par une propriété intellectuelle adaptée. Et c'est cette proposition de valeur différenciante, durable et défendable qu'on appelle un avantage compétitif. Et ça, franchement, c'est le point central pour avoir une bonne idée, c'est elle. Vous devez apporter un avantage compétitif et pas juste, simplement, entre guillemets, vous faire plaisir ou travailler sur vos compétences. Alors, comment la trouve-t-on, cette bonne idée? Finalement, de manière assez simple, en étant curieux, ça peut être les voyages, l'étranger, en écoutant les gens parler autour de vous, ou dans votre vie, ou dans votre travail. Partir aussi de vos compétences que vous savez faire pour faire un mix entre ce manque et vos compétences, vos expériences, vos valeurs, vous les défendre, la protection de l'environnement, la protection de l'enfance et d'autres. On peut aussi être un peu plus technique, si on peut dire, et utiliser le design thinking. C'est ce que vous avez comme petit schéma ici. Ça veut dire trouver la solution idéale, entre guillemets, donc l'idée idéale, entre ce que vous avez envie de faire, ce qui est faisable techniquement et ce qui est faisable économiquement. Quelquefois, on a des très très belles idées qui sont tout à fait réalisables, mais par contre, économiquement, ça ne tient pas la route. Ou à l'inverse, on va encore une fois partir d'une bonne idée, mais elle est peut-être rentable économiquement, mais elle n'est absolument pas faisable. Donc voilà, on peut essayer de partir avec cette démarche de design thinking pour essayer de trouver le centre avec cette idée idéale. On peut aussi tout simplement penser au manque dans sa vie, dans la vie de ses proches, dans sa vie professionnelle. Vous avez tous, j'imagine, utilisé un logiciel une fois dans votre vie hyper compliqué et vous vous êtes dit, ah là là, il doit être sympa, mais si ça avait été plus simple, je l'aurais utilisé. On peut aussi consulter des sites spécialisés, comme par exemple HelloBiz ou Rue de Baguette ou plein d'autres. Et puis on peut, à partir de ces idées, ces premières idées, utiliser un peu de techniques de créativité pour les enrichir, les améliorer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une bonne idée est une idée qui trouve ses clients, qui répond à un souci réel des clients. Voilà ce qu'on peut dire sur ce premier point. Comment trouver une idée? Elle doit trouver ses clients et elle doit apporter un avantage compétitif. On peut passer au deuxième point qui est, une fois qu'on a cette bonne idée, comment accéder rapidement au marché? On l'a dit en introduction, les marchés sont un peu volatiles, un peu fluctuants, les clients individuels ou entreprises ont des pratiques qui changent un peu. Donc il est très important d'accéder rapidement au marché. Et comment on peut le faire? En suivant ce petit process qui peut-être paraît un peu important mais est finalement assez simple. On part de son idée, on va en parler, concrétiser cette idée le plus vite possible par ce qu'on appelle un minimum viable product. Et puis on va le tester, ce MVP. Une fois qu'on l'aura testé et qu'on sera un peu plus avancé, donc l'idée aura elle-même avancé, on va pouvoir étudier très précisément le marché et la concurrence pour proposer déjà une première version, une version 1 de notre business model. Et cette version 1, on va obligatoirement la tester auprès de ses futurs clients. Ça, c'est vraiment aussi complètement essentiel. Et ça permettra d'arriver à un business model numéro 2, qui est finalement le business model, qui peut être le business model de lancement. Alors, regardons ce MVP, ce fameux MVP. En fait, l'idée est assez simple. On veut passer de l'idée au marché et on veut surtout aller vite. On a dit comment accéder rapidement au marché. On veut aller vite et aussi à moindre frais. Si on ne fait pas ça, vous allez étudier votre marché pendant, par exemple, 8 mois. Et vous allez essayer de vendre vos produits ou vos services au bout de 8 mois. S'ils ne correspondent pas complètement aux besoins des clients, vous aurez perdu 8 mois, ce qui est dommage. Donc l'idée, c'est d'aller très vite et à moindre frais. Pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. Ça veut dire qu'il faut sortir de son idée, de sa tête,
pour la présenter réellement. Si j'ai une idée de fabriquer une souris, quelle qu'elle soit, si je vous montre cet objet, vous allez pouvoir me dire c'est sympa, c'est moche, c'est gris, c'est triste, je la voudrais comme ci, comme ça. Et là, on va pouvoir discuter. Donc c'est ça, cette méthode qu'on utilise et qui s'appelle la méthode Lean Startup. C'est concrétiser son idée par un minimum viable product, un MVP. On le teste et on l'améliore. Et vous avez le schéma ici où vous avez votre MVP. Vous allez pouvoir aller voir des futurs utilisateurs, récupérer, récolter leurs avis, positifs ou négatifs, leurs améliorations, pour améliorer les choses et avoir un produit ou un service qui répondent beaucoup plus à leurs attentes. Et ce MVP, c'est pas très très compliqué, ça peut être une brochure. Vous voulez ouvrir un spa d'une autre avec telle et telle spécificité, ben, chacun a une idée d'un spa parce qu'il en a utilisé, parce qu'il est client, pas client, on rêve, etc. Si vous présentez une brochure d'un spa avec quelques photos, des tarifs, etc., aussitôt on sent l'ambiance et on se dit ah, on a envie ou pas envie d'y aller, ou c'est trop cher, ou c'est très bien, ou etc. Ça peut être un petit film ou une petite vidéo. Ça peut être aussi, bien sûr, une landing page pour tout ce qui est site internet ou appli. Ça peut être aussi une petite maquette bricolée, là aussi, rapidement et à pas cher, pour qu'on puisse discuter exactement de la même chose. Et ça, c'est important, puisque vous allez le tester auprès des personnes les plus susceptibles d'être intéressées et d'avoir les premiers retours. C'est un peu les versions bêta des sites internet ou des applications. Ça va vous permettre, avec ces retours de MVP, d'étudier le marché, les tendances, etc., d'étudier la concurrence pour voir s'il y a encore vraiment de la place pour vous, d'aboutir à ce fameux business model numéro 1, de le tester véritablement là auprès de vos futurs clients et d'améliorer aussi avec leur retour pour finaliser votre business model de lancement. Et avec ce process itératif, vous êtes vraiment beaucoup plus sécure et vous êtes vraiment capable de récupérer, de récolter, d'être en phase avec la demande de vos clients, ce qui est quand même absolument essentiel. Ça vous permet donc forcément de cibler votre premier marché, sachant que vous avez des moyens et du temps limités, une crédibilité qui est plus faible que les entreprises qui sont déjà sur le marché. Vous allez pouvoir vraiment cibler, pour démarrer, j'entends, le segment de marché, soit le plus facile d'accès, soit celui où il y a le plus gros chiffre d'affaires possible, soit celui qui est le plus rapide à toucher, soit le plus rentable, soit voilà, on a déjà à peu près tous les critères possibles. Et là, votre business model de lancement va vraiment toucher cette cible-là et vous allez avoir un business model gagnant. Ensuite, une fois que vous avez lancé votre produit ou votre service sur le marché, il faut rester à l'écoute de ses clients. Parce qu'un très bon business model de lancement est extraordinaire, c'est le minimum, mais peut-être qu'au bout de 3 mois, de 6 mois, de 8 mois, de 10 mois, en fonction de l'état de la concurrence, en fonction de l'état du marché et des clients, il va falloir le retravailler un peu. Donc il faut rester en permanence à l'écoute des clients. Pour ça, il faut avoir une démarche absolument pragmatique. Pas se dire un jour ça ne fonctionne pas et ça ne marchera plus jamais. Non, essayer de suivre les clients en permanence, d'être très proche du terrain et surtout de démarrer effectivement petit et d'avoir en même temps une grande vision des choses. On n'atteint pas un objectif extraordinaire, énorme tout de suite, mais par petites étapes ou par étapes simplement. Donc démarrer et voir grand. Et ça permet de rester pragmatique, les pieds sur terre et d'être à l'écoute des clients. Pour ça, il faut avoir vraiment adopté une démarche agile, d'être vraiment
en permanence agile et se dire, dès qu'il y a des signaux qui arrivent du marché, des clients, innover, améliorer, faire évoluer quelques points, pas forcément, encore une fois, tout changer, mais bouger à la marge, améliorer et innover parce que les clients, comme vous et moi, se lassent au bout d'un moment et ont envie un peu de nouveautés. Donc il faut renouveler cette proposition de valeur sans remettre en cause ses valeurs et son savoir-faire et sa proposition de valeur initiale, mais la renouveler encore une fois à la marge. Et bien sûr, retravailler en permanence son positionnement. Est-ce qu'il reste identique? Est-ce qu'on se différencie encore un peu plus des autres? Ou est-ce qu'on change carrément de terrain de jeu, si on peut dire, avec cette idée d'océan bleu par rapport à l'océan rouge, où tous les concurrents se livrent une bataille acharnée. Et puis, quand on veut innover, améliorer, etc., il faut vraiment privilégier la rapidité d'exécution. Il faut, dès qu'on a un signal, il faut réagir vite. Et puis, au cas où, si vraiment le marché évolue et dans une manière un peu négative, pivoter éventuellement et changer modifier un peu sa cible, la faire évoluer ou aller voir se tourner vers une autre cible ou peut-être c'est le moment de passer de B2C à B2B ou au contraire de B2B à B2C. Mais en tout cas, il est très important de rester en permanence à l'écoute des clients. C'est eux qui ont finalement la réponse tout de même. C'est eux qui achètent, c'est eux qui utilisent, donc il faut être humble, pragmatique et toujours à l'écoute. Bien sûr, pour que ça dure, pour que votre business model soit durable, etc., il faut bien sûr bien s'entourer. On peut toujours commencer tout seul. 80% des entreprises démarrent seules. Mais il faut aussi ne pas oublier d'avoir le soutien de ses conjoints, de son conjoint et de ses enfants. Et puis, on peut s'associer. Alors déjà, on délègue ou on sous-traite tout ce qui n'est pas son cœur de métier, mais on peut aussi s'associer avec des personnes extérieures, des anciens de sa promo ou des anciens salariés avec qui on avait des affinités ou avec un ou deux membres de sa famille pour partager les tâches et avoir une vraie complémentarité des compétences. On ne peut pas tout savoir faire. On est très bon dans un ou deux domaines et on a besoin d'avoir des gens complémentaires avec soi. En plus de ça, il faut savoir, et si on n'a pas très envie, si on n'est pas très habitué, il faut s'obliger à réseauter. Dans tous les cercles, tous les milieux, tous les clubs, etc., on rencontre des gens qui ont les mêmes problématiques, les mêmes difficultés, les mêmes bonheurs, et ça fait toujours du bien d'en parler, et puis éventuellement, on peut aussi faire des affaires. On peut se faire aider par un réseau si on est vraiment tout seul et avoir, par exemple, un mentor qui peut jouer le rôle pseudo d'un associé, mais qui peut vous aider, en tout cas pour les premiers temps. Enfin, le dernier point que j'ai repéré pour cette conférence, c'est présenter son projet avec succès. Pour le présenter avec succès, il y a 3 règles. Il faut déjà expliquer clairement, ça veut dire ne pas jargonner, et expliquer à quoi ça sert votre proposition de valeur. Qu'est-ce qu'elle va apporter au client, qu'il soit encore une fois industriel ou grand public, et non pas le comment ça marche. Le comment ça marche, c'est votre affaire à vous, c'est votre secret de fabrication et vous n'avez pas à le dévoiler, surtout à ce niveau de présentation de projet. Mais à quoi ça sert? Quel va être le plus pour les clients? Bien sûr, il faut arriver à les séduire avec cette offre et puis surtout les convaincre pour qu'ils partent avec vous dans l'aventure
ou que ce soit des fournisseurs si vous voulez un approvisionnement facilité avec des tarifs intéressants, ou des gros clients, ou les membres de jury, ou des financeurs si vous avez besoin de fonds pour démarrer. Cette présentation orale, généralement, elle dure 15 minutes avec un support. C'est plus facile à suivre. Vous voyez, cette conférence, c'est plus facile que de simplement l'écouter. Vous pouvez distribuer un document de synthèse à la fin ou même au début pour que les gens puissent prendre des notes. C'est très intéressant au début d'avoir une petite phrase d'accroche ou une petite vidéo du style « Ne vous est-il jamais arrivé de louper votre train parce que… » etc. Et forcément, ça met le public dans l'action si votre système est une application, par exemple, pour être au courant de tous les horaires et toutes les perturbations. Vous pouvez vous entraîner en faisant un elevator pitch, ça veut dire une présentation. Entraînez-vous devant une glace chez vous ou devant vos proches pour présenter votre projet, donc votre business model, la phrase, en 1 minute. Vous pouvez vous entraîner en 5 minutes et vous entraîner après en 15 minutes. Évidemment, vous ne dites pas les mêmes choses, mais ça vous entraîne effectivement à présenter votre projet en un temps limité, sachant que dans les présentations habituelles, notamment devant les business angels ou devant les entreprises de capital risque, c'est 15 minutes. Et préparez-vous aux questions futures qu'on peut vous poser en essayant d'imaginer les questions. Mais c'est assez simple. Les financiers posent des questions de finance sur la rentabilité, sur le remboursement d'un prêt, etc. Des clients sur l'approche client, sur la publicité, la communication, etc. Enfin, pour terminer, avant de passer à vos questions, donc je dirais que pour un business model réussi, il doit être vraiment en phase avec sa demande, ça veut dire vraiment apporter un avantage compétitif à la cible de clients que l'on vise. Il doit être aussi cohérent donc avec les moyens qu'on met en face, la façon dont on approche les clients, cohérent avec les ressources que l'on met pour ce projet en fonction de la cible et des objectifs que l'on a. Un business model réussi, c'est aussi un business model évolutif, comme on a vu. Ça veut dire agile, qui tient compte de l'évolution des clients en permanence. Et enfin, c'est un business model scalable. Scalable, ça veut dire reproductible et capable de toucher des cibles plus importantes. Très souvent, on commence par un projet pilote ou une zone pilote ou une clientèle pilote. Est-ce que votre projet est capable de toucher une cible plus importante? Qu'est-ce que vous devez mettre en face, soit comme ressources humaines ou ressources financières ou ressources matérielles pour vous développer sur un plus grand marché? Donc ça, c'est très important aussi pour pouvoir durer, d'avoir un business model tout à fait scalable. Juste avant de passer à vos questions, donc je vous ai reproduit les premières pages de couverture, les différents titres que vous pouvez retrouver et qui approfondiront ce que je viens de vous dire. Donc, le premier, c'est dans la boîte à outils de la création d'entreprise qui vient de sortir, là, le 18 du mois dernier, où vous avez 67 outils, 2 pages ou 4 pages, avec pour chaque outil, par exemple, business model, MVP, protection, etc. Vous avez un autre titre qui est réussir son étude de marché pour un business model efficace. Donc là, c'est vraiment centré sur le début, l'idée, le MVP, l'étude de marché et le business model. Et enfin, pour terminer, le plus complet business plan de l'idée à la création. Là, on passe tout en revue jusque business model, plus tous les moyens, la partie juridique, la partie financière pour boucler et pour aboutir à un business plan. Voilà, ça peut vous donner des idées et répondre aussi à vos questions. Voilà, j'ai été un tout petit peu plus longue que prévu et maintenant je vais passer à vos questions.
Et j'ai une première question. Avez-vous une structure idéale de pitch pour convaincre? Le pitch doit-il reprendre les éléments du business plan? Alors, oui, sur la deuxième partie, le pitch doit reprendre les éléments du business plan, chaque élément, en mettant en avant les points les plus importants pour vos auditeurs. Si par exemple vous êtes en recherche de fonds et que vous vous présentez devant des business angels, c'est vrai que ce qui va les intéresser, par exemple, c'est l'accès au marché et la cible de vos clients, et puis les moyens et le financement. Si vous avez un projet qui demande plus de fonds et que vous le présentez devant des sociétés de capital risque, elles seront très intéressées par la rentabilité de votre projet. Si vous le présentez à votre banque, elle sera intéressée sur la partie remboursement du prêt. Donc voilà, le pitch doit reprendre chaque élément du business plan en insistant beaucoup sur les points qui vont les intéresser le plus. Et à la fin, n'oubliez pas la demande, votre demande du style, voilà, je pense que mon projet vous intéresse beaucoup et pour qu'il se développe et qu'il soit scalable dans les 3 ans qui viennent, j'ai besoin de telle somme. Et cette somme, j'espère que vous allez pouvoir contribuer à mon projet. Donc n'oubliez pas votre demande à la fin dans les 15 minutes, autrement ce serait un peu dommage. Alors, autre question pour un artisan. Pensez-vous qu'il faille nommer son entreprise de son nom, prénom ou bien trouver un nom, une marque? C'est vrai que c'était habituel d'avoir des artisans avec leur nom. Je dirais que ça dépend d'abord de vous, comment vous sentez les choses. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un nom, une marque ou votre nom, prénom. Ça dépend de votre activité. C'est vrai que tout ce qui est activité, les clients grand public recherchent de plus en plus de l'authenticité, du local, de la relation plus proche avec les entrepreneurs. Donc dans ce cas-là, votre nom, prénom peut être très intéressante. Si par contre vous visez un public plutôt B2B, industriel, enfin entreprise, je pense qu'un nom et une marque peuvent être intéressants. Et je ferai juste une remarque, entre le nom de votre entreprise peut être votre nom, votre prénom ou un autre nom, et la marque est autre chose. La marque est la marque de votre produit ou de votre service. Ça peut être deux choses tout à fait différentes. Et même en tant qu'artisan avec votre nom et votre prénom, vous pouvez très bien avoir une marque différente. Pouvez-vous redonner les noms des sites spécialisés? Alors, je pense que vous pensez aux sites d'information. Le plus connu, c'est HelloBiz. HelloBiz, c'est comme Hello Biz, B-I-Z. Ou vous avez aussi Rude Baguette, comme Rude, R-U-D-E, Baguette, comme une baguette de pain, qui s'intéresse plutôt aux innovations et aux projets un peu plus techno. Mais vous avez aussi Presse Citron, vous avez toute une catégorie importante. J'ai essayé de les lister, peut-être pas tous, mais une bonne partie. Ils sont listés dans la boîte à outils, dans Réussir son étude de marché. Ça peut donner des idées. Alors, l'idée suppose que l'on a déjà des clients. Pourquoi dans ce cas ne pas rechercher directement l'idée auprès des clients? Alors, oui et non. Si vous reprenez une entreprise ou si vous avez déjà commencé, effectivement, vous pouvez très bien mettre, entre guillemets, vos clients à contribution pour avoir leurs avis, leurs idées, leurs demandes. Ça, c'est clair. Par contre, si vous démarrez de zéro, vous n'avez pas de clients a priori, donc partez de vos idées, des manques que vous pouvez apercevoir,
des sources d'informations comme Eloise ou autres, des tendances de marché. Et puis, par contre, si vous avez repéré des premiers clients éventuels, ceux qui peuvent tester votre MVP et qu'on appelle sans jargonner les early adopters, ça veut dire ceux qui sont vraiment très très précoces comme clients, ceux-là, vous pouvez aussi les mettre entre guillemets à contribution pour vous aider à trouver des idées ou à améliorer vos idées. Comment présenter le MVP si on vend uniquement un service? Eh bien justement, par une petite vidéo qui montre l'utilisation du service, par une brochure qui explique ce service, par des photomontages qui expliquent le service que vous allez rendre. Ça peut être une petite vidéo avec sous forme de bande dessinée par exemple, ou une vraie vidéo, ou des brochures. Tout ce qui est activité de service se présente très bien sous forme de brochure. Le dépôt d'une marque à l'INPI est-il un préalable avant de se lancer dans les tests du service produit? Alors, c'est toujours une bonne chose. J'ai plusieurs éléments de réponse. Le dépôt d'une marque n'est vraiment pas cher, n'est pas coûteux, c'est environ 210 € pour une marque, donc ça vaut la peine. Avant ça, vous pouvez toujours déposer une enveloppe Solo, du nom de Monsieur Solo, SOLEAU, qui vous coûtera 15 € et qui vous permet d'être vraiment déjà un peu protégé. Enfin, si votre projet est plus technique, plus technologique, là c'est important de déposer effectivement une enveloppe Solo, ça c'est obligatoire. Et la marque, toujours pareil, je trouve que pour 210 €, ça vaut la peine d'avoir une marque à soi protégée. Si mon entreprise n'est pas rentable la première année à cause des frais de développement et du temps nécessaire pour le lancement, est-ce que je peux m'en sortir devant l'investisseur? Oui, tout à fait. On sait très bien par habitude qu'une entreprise classique n'est pas rentable la première année. Éventuellement commencer à être rentable la deuxième, et si elle est technologique, plus longtemps, après 3 ans, etc. Ce qui est important, c'est de montrer justement les évolutions, le développement sur ces 3 ans, et de montrer que vous allez pouvoir y arriver au bout de tant de temps avec tel besoin d'investissement. C'est tout à fait logique. Il vaut mieux être très très clair là-dessus et bien montrer les étapes et l'évolution. C'est absolument évident. Comment trouver un avantage compétitif dans son projet quand le domaine est très concurrentiel et ne répond pas à un gros besoin? Box cadeau personnalisé et cadeau invité pour les événements. Alors évidemment, c'est à la marge, donc c'est un peu plus compliqué. Moi, je partirais d'une petite étude auprès de clients habituels des box. Donc ça, on peut regarder sur les sites internet les avis et de voir tout ce que les gens reprochent aux box. Et il y a pas mal de reproches. De partir de ça pour essayer de construire quelque chose de positif et de différent. Le business model Canva peut-il remplacer le business model standard, va-t-on dire? Alors, pour moi, c'est clair, non. C'est une méthode pour penser un peu à tous les éléments. Et c'est une méthode de construction. Mais votre business model, de toute façon, doit reprendre les éléments. Qu'est-ce que l'on veut vendre, à quand, à qui, comment, avec quel avantage, pour quelle rentabilité. Donc c'est un outil. Et ça peut être celui-là ou un autre. Pour un marché aussi aléatoire que l'art, où les ventes ne sont pas certaines ou variables sur une année, comment anticiper cela dans un BM de 3 ans? Par exemple, vaut-il mieux être optimiste sur les chiffres? Je dirais non, il faut être tout à fait classique, honnête, pas forcément optimiste, mais ce que l'on fait en général, et dans votre cas précisément, c'est très intéressant, c'est de faire des scénarios.
Vous avez un scénario réaliste, vous avez un scénario optimiste, les ventes repartent, le marché chinois se redéveloppe, etc. Et un scénario pessimiste. Et comme ça, on peut voir les différences de rentrée, les différences de chiffre d'affaires, les différences aussi de moyens que vous pouvez mettre en face. Et là-dessus, après, vous allez pouvoir discuter avec vos futurs interlocuteurs de quel scénario est le plus raisonnable, le plus réaliste, si on peut dire, et jusqu'où ils s'engagent. On fait ces 3 scénarios déjà pour tous les projets, mais sur les marchés un peu volatiles ou un peu aléatoires, c'est encore plus réel. Et après, pour bien montrer les différences, les deltas entre les rentrées et les sorties, et après, l'ensemble de toute la partie financière du business plan va, elle, être centrée sur la version réaliste des choses. Et si vos interlocuteurs veulent aller plus loin avec vous, ils vont étudier les différents scénarios. Mais en tout cas, on part en général sur le scénario réaliste, mais on en fait 3 avant pour bien montrer les différences. Voilà, je pense qu'on a peut-être une dernière question. Le business model est une vision globale du projet d'entreprise, point d'interrogation. Contrairement au business plan qui aborde plus en détail le projet, c'est bien ça. Le pitch est finalement une présentation du business model en insistant sur l'aspect problème-solution avec un peu de storytelling. Alors, sur la dernière partie, oui, le pitch est une présentation du business plan complet en insistant sur l'aspect problème-solution avec un peu de storytelling au début, tout à fait. Et le business model est l'explication de votre activité. Qu'est-ce qu'on fait, comment, pour qui, comment, etc. Et le business plan complète cette vision de votre activité par tout l'aspect moyen à mettre en œuvre, détaillé, par l'aspect juridique et de protection, et par l'aspect financier qui va boucler ce projet et montrer comment il va être rentable et à quel horizon il va être rentable. Donc le business model est au cœur du business plan. Voilà. Bien, écoutez, voilà, je pense que je dois conclure puisque le temps imparti va s'arrêter. Je vous remercie beaucoup, je reste à votre disposition pour toute question et je vous dis bon vent et bonne activité et bon démarrage. Merci beaucoup. Au revoir.